dédiée aux métiers et aux formations de la filière de la construction en Pays de la Loire. On poursuit aujourd'hui notre format inédit de présentation de la construction avec l'ouverture de notre seconde table ronde de la journée qui a pour sujet la construction de demain pour toi, c'est quoi? Et j'ai le plaisir d'accueillir Madame Céline Masson. Céline? Oui, bonjour à tous, Céline Lemasson, je suis chargée de mission construction et durable à la DREAL Pays de la Loire. Merci Céline. Isabelle? Alors, il faut que tu... Ton micro, Isabelle. Non, mais je l'avais mis, mais c'était désactivé. Bonjour à tous, Isabelle Morel, je suis chargée de mission environnement à la Fédération du bâtiment des Pays de la Loire. Merci. Emmanuel? Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Torlasco, je suis secrétaire général de l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction, les métiers de l'extraction et minéraux. Merci. Merci. Maxime? Bonjour, donc Maxime Maudran, prescripteur au sein de l'association Atlan Bois qui représente la filière bois en Pays de la Loire. Serge? Oui, bonjour, Serge Bagnier. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Serge Bagnier, directeur d'agence à la retraite. J'interviens pour le compte de la Fédération régionale des travaux publics. Merci, Monsieur Bagnier. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de cette table ronde. La construction de demain, pour toi, c'est quoi? Et je vais laisser la main à Céline Masson de l'Adréal pour débuter cette table ronde. Alors, Céline est en train de partager son écran. Et donc, on voit donc son écran. Céline? Voilà, bonjour à tous. Donc, la construction de demain pour toi, c'est quoi? On va commencer à s'intéresser aux matériaux et on va commencer cette conférence par un petit quiz. Vous allez ouvrir votre chat et puis vous allez répondre par A, B ou C. Donc, c'est très simple, n'ayez pas aucune crainte. Et puis, vous allez nous dire si, par exemple, ce bâtiment, quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour construire les murs de ce bâtiment. Ce bâtiment a été construit à Orvaux. C'est un bâtiment de la petite enfance. Et puis, vous avez donc la réponse A, des briques de terre cuite, la réponse B, des parpaings, et la réponse C, des briques de terre crues. Alors, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Et je vais vous dire, voilà, donc, en l'occurrence, ce sont bien des briques de terre crues qui ont été utilisées pour ce bâtiment. En fait, la terre excavée pour construire les fondations de ce bâtiment a été préservée sur le site de la construction et sans avoir besoin de transporter ces matériaux, ils ont été réutilisés pour fabriquer des briques qui ont été utilisées pour le cloisonnement, autant thermique qu'acoustique, de ce bâtiment. Alors, pourquoi faire le choix de ces matériaux naturels et locaux? Réponse A, parce que quand le loup n'est pas là, les trois petits cochons font ce qu'ils veulent. Ou réponse B, pour lutter contre le changement climatique. Et évidemment, on est bien sur la réponse B, pour lutter contre le changement climatique, car le bâtiment a un impact très fort sur son environnement. Il est consommateur d'énergie, on le sait, mais il est également émetteur de gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, ce sont eux qui participent au réchauffement de la planète et qui participent au dérèglement climatique. C'est donc sur ces émissions qu'il faut intervenir le plus rapidement possible. Ce que mes collègues présenteront également sur les autres présentations de cette table ronde, c'est que le bâtiment est également un grand consommateur de ressources minérales. Il est un consommateur d'eau et il est un générateur de déchets. Donc, c'est bien sur l'ensemble de ces ressources qu'il faudra travailler demain. Et donc, le choix du matériau,
il va avoir une importance parce qu'en fonction du matériau que l'on va choisir, eh bien, il va impacter ou non les flux ininterrompus de transport de marchandises au travers du monde. En fonction du choix du matériau, cela va impacter ou non l'épuisement des ressources. Donc, les matériaux dont moi je vais parler sont des matériaux biosourcés ou géosourcés. Et notamment pour la partie biosourcée, ce sont des matériaux que l'on dit puits carbone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils sont issus pour les matériaux végétaux, ils sont issus donc d'une plante qui a besoin de carbone pour sa croissance, pour son développement. Donc, la plante va capter ce carbone et donc va réduire le poids carbone de l'atmosphère. Et puis, elle va le capter et le stocker tout au long de sa croissance et tout au long de sa vie. Et lorsqu'on coupe ce matériau, cette plante pour en faire un matériau de construction, que ce soit le bois, le chanvre ou la paille, eh bien, on va continuer, prolonger ce stockage du carbone tout au long de la vie du bâtiment. Et donc, on va réduire l'impact carbone par ce biais, par ce choix de matériaux. Alors, ces matériaux, ils sont naturels et pour la plupart d'entre eux, renouvelables, lorsqu'ils sont notamment issus des filières sylvicoles, agricoles ou aquacoles, filières végétales avec le bois, le chanvre, les céréales, c'est celles qui sont les plus présentes en Pays de la Loire, les filières animales avec les laines de mouton, les plumes de canard, bon, qui nous concernent beaucoup moins en Pays de la Loire, il faut le dire. Les filières issues du recyclage, très important, le papier journal que l'on va recycler va permettre de produire la ouate de cellulose. Le vieux jean usé que l'on ne va plus porter, lorsqu'il sera donné au relais, il pourra participer à la filière de recyclage pour fabriquer des isolants textiles. Et puis, vous avez également les filières géosourcées. Donc, ces filières-là ne sont pas renouvelables, mais ça peut être une façon de donner une deuxième utilisation à un matériau. On parlait tout à l'heure de la terre d'excavation, que l'on peut utiliser sur site pour faire des briques de terre crue pour un cloisonnement intérieur. Donc, moi, je vais vous parler là plus spécifiquement de deux filières, le chanvre, et non pas la chanvre, le chanvre et la paille. Le bois sera présenté par Maxime Baudran d'Atlan-Bois. Donc, le chanvre, on l'a dit, c'est un matériau renouvelable. C'est une excellente tête d'assaisonnement. Ça veut dire que pour les agriculteurs, il a des caractéristiques intéressantes qui vont permettre de réduire les intrants et l'irrigation. C'est un excellent isolant thermique acoustique et il participe à la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment par une bonne régulation hygrothermique. Le chanvre, lorsqu'il est utilisé en matériaux de construction, aujourd'hui, il est bien encadré en termes normatifs avec des avis techniques, des règles professionnelles qui permettent un usage courant dans la construction. Et le chanvre, d'ailleurs, on le retrouve partout dans la maison. On le retrouve en isolant des sols, on le retrouve en isolation extérieure avec, dans l'exemple des briques préfabriquées, on le retrouve en isolant toiture, là avec une projection de béton de chanvre sur site. Et puis, on va le retrouver également sur une formule sèche en isolation intérieure avec des laines végétales. L'autre filière dont je voulais parler, c'est la paille. Donc, à la base, c'est la céréale qui est cultivée pour sa graine, pour l'alimentation. Et puis, avec la paille, le premier usage restera toujours la paille pour l'agriculture, pour le bétail, pour le fourrage. Mais avec ce qui n'est pas utilisé pour le fourrage, eh bien, on va pouvoir l'utiliser pour la construction. Essentiellement dans l'isolation des murs et en toiture. Alors, les deux utilisations les plus courantes, c'est en isolation sur chantier. Donc, on a une maison, c'est le cas qui est le plus en haut, une isolation, une maison en structure bois, et on vient combler la structure avec des bottes de paille sur chantier. Vous avez un exemple en préfabrication, où là, le mur a été conçu en atelier et rempli également par bottes de paille en atelier, ce qui permet de s'extraire des contraintes climatologiques et d'avoir un chantier plus court, mais par contre, ça nécessite des éléments de levage importants. On va également avoir deux autres types de mise en œuvre sur bâtiments existants en isolation par l'extérieur.
en isolation par l'extérieur ou en isolation des toitures. Dernièrement, c'est un immeuble collectif en plein cœur de Paris qui a été isolé par l'extérieur en bottes de paille. Et le dernier système constructif, celui qui est tout en bas, là, on s'extrait, on n'a plus d'ossature bois, on est directement sur du mur porteur en bottes de paille, compressé, qui va venir soutenir la charpente et la toiture. Alors, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe vraiment. Il y a 2 écoles maternelles à Rosny-sous-Bois qui ont déjà été construites avec ce mode constructif. Donc, vous voyez bien que chanvre ou paille, on pourrait penser qu'on est sur des matériaux peu technologiques. Pour autant, on est sur des systèmes constructifs très innovants et qui le seront encore davantage à l'avenir. Le cadre réglementaire, je voulais juste dire très rapidement qu'en fait, depuis 5-6 ans, le législateur travaille à la prise en compte du stockage carbone que j'évoquais en introduction, et ce sera effectif à partir du 1er janvier 2022 avec la réglementation environnementale 2020. Et donc, pour ceux qui auraient simplement encore des doutes, je faisais ce clin d'œil aux pompiers de Colombey-les-Belles qui ont fait le choix d'une caserne en paille. Donc moi, ça me rassure toujours quand les pompiers font le choix de la paille. Mais c'est surtout pour dire que ces matériaux ne bénéficient pas de passe-droit pour pouvoir être intégrés dans la construction en France. Non, pour avoir leurs avis techniques, pour avoir les règles professionnelles, ces matériaux subissent tous les tests, les essais au feu et autres, que subissent tous les matériaux de la construction en France. Donc, c'est bien parce qu'ils ont fait preuve de leur qualité et de leur résistance qu'ils peuvent être utilisés de façon totalement rassurée. Et j'en finirai avec cet article de 1921 qui traitait de la première maison construction bois isolation paille. Cette maison, elle peut être visitée encore aujourd'hui. Elle est en très bonne forme, ce qui prouve bien sa grande durabilité. Elle est à Montargis, c'est la maison Feuillette, et elle accueille le siège du Réseau français de la construction paille. Et surtout, cet article titré « Fraîche en été, chaude en hiver et économique », il me semble que c'est quand même une bonne définition de la maison de demain. Je vous remercie. Merci Céline Lemasson pour cette intervention et cette très riche présentation, très intéressante. Je vais à présent laisser la parole à Maxime Baudran d'Atlambois, qui travaille pour un organisme à Temblois qui œuvre pour toute la filière du bois dans la région, des exploitants de forêt aux entreprises du bâtiment du bois, bien entendu en passant également par les scieurs, les fabricants de bois. Et M. Baudran va nous dire où en est le bois dans la construction aujourd'hui, dans notre région, les Pays de la Loire, et comment, selon lui, le bois peut être un matériau intéressant dans la construction de demain. Merci Nathalie, merci pour l'invitation. Et oui, effectivement, donc Atlambois, je pense que vous connaissez peut-être ce bâtiment. Je pense que ma présentation est visible désormais, en tout cas moi je la vois. Donc si vous êtes oui, nantais, on voit tout à fait ta présentation. Très bien, merci. Donc en fait, on est basé sur l'île de Nantes. Donc pour ceux qui sont nantais, vous connaissez sans doute l'éléphant, la galerie des machines, notre bâtiment ici visible est juste à côté. Et alors même si actuellement le bâtiment est fermé pour questions sanitaires, on espère pouvoir vous inviter tous prochainement pour découvrir de l'intérieur la filière bois dans ce bâtiment qui est là justement pour ça, pour faire découvrir la filière bois. Et pour répondre au sujet d'aujourd'hui, à savoir pour moi, c'est quoi la construction de demain, je pense qu'il faut déjà avoir conscience qu'actuellement, nous vivons une double crise. Une crise à la fois sanitaire que j'ai déjà évoquée et surtout une crise climatique. Une crise climatique qui doit nous amener à repenser notre modèle de croissance parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on est sur un modèle de croissance infini alors que l'on vit sur un monde fini. Donc, ça doit vraiment nous questionner, en particulier sur les ressources naturelles, comme l'a évoqué Céline Lemasson juste avant moi. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces ressources naturelles, aujourd'hui, 50% des émissions mondiales de carbone. Alors, le carbone, c'est un terme qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui. Le carbone est un composant du CO2 qui lui-même est un gaz à effet de serre que vous connaissez tous, je pense, qui est en grande partie responsable du réchauffement, du dérèglement climatique actuel. Et notre activité, l'activité humaine, y est pour beaucoup dans l'augmentation de sa concentration dans l'atmosphère, et en particulier liée aux extractions des ressources.
Et cette extraction des ressources, à elle seule, est responsable de plus de 80% de la perte de la biodiversité dans le monde. Et il y a aussi d'autres chiffres qui doivent nous alerter, à savoir qu'en 50 ans, en fait, cette extraction a été multipliée par 3, alors que notre population mondiale, elle, n'a entre guillemets que été multipliée par 2. Donc, on a une boulimie aujourd'hui de consommation. On le voit bien dans notre consommation de tous les jours. On a tendance à changer peut-être trop souvent notre téléphone ou à jeter peut-être trop tout un tas de choses. Donc, il faut vraiment essayer de repenser tout ça. Et encore récemment, malgré le confinement, malgré la crise sanitaire, en 2020, il y a eu un prolongement justement de ce qu'on a appelé la grève du climat, qui a été en fait une prise de conscience aussi des nouvelles générations. On assiste vraiment, comme moi je le vois aussi tous les jours, on voit quand même que les nouvelles générations sont très sensibles à ce sujet du dérèglement climatique. Et ça aussi, ça doit nous interpeller. Et si on fait un focus sur le bâtiment, Céline Lemasson l'a déjà dit, mais je vais le redire rapidement, c'est que même si le transport intérieur est le premier responsable des émissions de carbone à l'échelle française, donc notre voiture par exemple, le bâtiment a lui aussi une part de responsabilité très importante. On est le deuxième poste après le transport. 25% des émissions de carbone sont liées au bâtiment. C'est important. Et la construction de demain, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Céline aussi l'a évoqué, donc j'aurais beaucoup de redites, c'est que les matériaux biosourcés, c'est pas la solution. L'idée, c'est pas de construire tout en matériaux biosourcés. L'idée, c'est de pouvoir arriver en complément, en mixité avec les autres matériaux déjà existants. L'avantage quand même de ces matériaux biosourcés, c'est que je pense que vous avez tous en tête les énergies renouvelables. Quand on parle des énergies renouvelables, ça parle à beaucoup de gens, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit le bois de chauffage, le bois énergie. Mais quand on pense matériaux, on n'a pas souvent conscience qu'on peut aussi construire avec des matériaux renouvelables. Et les matériaux biosourcés ont cette première qualité, c'est d'être renouvelables. Donc ça, c'est très important. Ça a déjà été dit précédemment, mais je le redis, j'insiste, c'est que les matériaux biosourcés, dont le bois fait partie, il en existe plusieurs. Les principaux étant issus des filières végétales, donc je vais plutôt zoomer sur le bois. Et outre le fait que ce soit des matériaux renouvelables, des matériaux disponibles localement, des matériaux performants, c'est aussi important quand même, ils ont aussi en fait un avantage que Céline l'a évoqué juste avant, c'est que ce sont des matériaux qui stockent du carbone. Et de manière très simple, en fait, les matériaux biosourcés et le bois ont justement ce triple avantage environnemental, c'est ce qu'on appelle les 3 S, à savoir la capacité à séquestrer le carbone en forêt par la photosynthèse. Je pense que vous avez tous en tête ce phénomène de photosynthèse. Les arbres fonctionnent un petit peu comme des grands panneaux solaires avec leurs feuilles et ils vont capter l'énergie solaire et ils ont cette incroyable faculté de la transformer en matière. Et donc le carbone reste ensuite stocké, donc c'est le deuxième S, reste stocké dans le bois. Quand on prend un mètre cube ou 1 kilo plutôt de bois, on a 500 grammes, c'est-à-dire 50% composé de carbone. C'est-à-dire que le bois est composé de 50% de carbone. Donc c'est pour vous dire cette capacité de stockage importante. Et le dernier S, c'est la substitution. C'est-à-dire que le bois, en tant que matériau ou en tant que source d'énergie, a aussi un intérêt en termes de bilan carbone sur justement être substitué à des énergies fossiles ou des matériaux qui vont avoir un bilan ou émettre plus de carbone. Et puis, sans faire trop de technique, ce qui est intéressant dans la construction bois, c'est qu'on a un panel aujourd'hui de systèmes constructifs, les 3 principaux étant ceux que je vous présente là, et qui nous amènent aussi dans la construction de demain à construire des bâtiments partant de la maison individuelle, en passant par les extensions, mais aussi construire des bâtiments de bureaux comme le nôtre. La photo du milieu, d'ailleurs, étant une photo du chantier de notre propre bâtiment. Et puis des bâtiments encore plus conséquents, des immeubles de plusieurs étages en structure bois ou associés à d'autres matériaux, parce qu'évidemment, je ne suis pas là pour tirer à boulet rouge sur les matériaux, on va dire, entre guillemets, traditionnels comme le béton. L'intérêt pour demain, c'est aussi de pouvoir marier, mixer les matériaux entre eux, parce que chaque matériau a ses atouts et ses inconvénients. Et puis, alors, je reprends encore des termes que Céline, des exemples que Céline a mentionnés. Je ne pouvais pas quand même parler des autres matériaux biosourcés que le bois
parce que le bois est un petit peu le grand frère, le matériau biosourcé, grand frère des autres biosourcés. Et cet exemple de la maison Feuillette que Céline a évoqué, il est probant. C'est que cette année, on va fêter effectivement les 100 ans de cette maison qui est en structure bois, isolée avec de la paille, qui à l'époque était inventée par l'ingénieur Feuillette et qui, il y a 100 ans, cette maison était déjà conforme à la RT 2005, alors qui aujourd'hui est obsolète, mais c'est pour vous dire le fait qu'aujourd'hui, on parle de matériaux, de construction de demain, mais en fait, ces matériaux, ils sont déjà présents. On a un vrai historique de ces matériaux, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres isolants qu'on va qualifier de conventionnels, comme les laines minérales, qui peuvent se tarder d'avoir un retour d'expérience aussi important que la paille, par exemple, avec cette maison qui aujourd'hui est encore totalement fonctionnelle et encore très performante. Et puis des exemples plus récents, régionaux, où on voit l'association du bois avec d'autres matériaux biosourcés. Par exemple, celui-ci, c'est le futur lycée d'Esnay, en Vendée, qui sera construit totalement en structure bois, avec également donc, à peu près 14 000 bottes de paille qui seront récoltées auprès d'agriculteurs de Vendée. Donc, c'est aussi l'intérêt de pouvoir retravailler en circuit court, comme à l'époque de la maison Feuillette, où en fait on redécouvre qu'on peut construire aussi avec les matériaux proches de chez nous. C'est ce que certains qualifient aussi d'architecture de cueillette. C'est qu'on va vraiment travailler en circuit court, et le bois et les autres biosourcés s'y prêtent plutôt bien. Et puis, un dernier exemple, et j'aurais terminé, pour vous montrer un petit peu la dynamique et aussi l'utilisation des matériaux biosourcés dans la région et sur Nantes. Un exemple d'un immeuble de logement collectif qui va se construire très prochainement sur Nantes et qui va utiliser donc, la structure porteuse en bois, avec des planchers en bois associés à des murs en ossature bois, avec un matériau qui, je pense aussi, un matériau qui a effectivement d'avenir, c'est du béton de chanvre. Parce que le béton, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement du sable, du ciment, de l'eau, c'est aussi des bétons végétaux qui sont en train de se développer. Et là encore, on arrive à avoir des bétons biosourcés. Donc, on peut effectivement, c'est-à-dire que béton et biosourcé ne sont pas des mots à opposer, au contraire. Et ça va amener aussi des nouvelles techniques de construction, des nouveaux savoir-faire. Et il y a énormément de besoins, beaucoup de débouchés dans ces nouveaux métiers, avec ces nouveaux matériaux qui demain vont se développer, c'est évident, car demain, la réglementation qui va pas seulement être thermique, va être aussi environnementale et prendra en compte l'impact carbone des matériaux, et les matériaux biosourcés ont des atouts assez intéressants à ce niveau. Voilà, j'ai terminé. Merci Maxime pour ce complément d'information suite à celui de Céline sur les matériaux. Mais moi, c'est vrai que je me pose une question, puisque c'est la question aussi de cette thématique. La construction de demain pour toi, c'est quoi? Mais ces matériaux dans la construction, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de déchets, d'économie circulaire dans le bâtiment, dans les travaux publics. Est-ce que peut-être Isabelle ou Emmanuel, vous pouvez intervenir sur cette thématique? Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je démarre ma présentation en même temps que répondant à la question. Je mets mon chronomètre, comme ça je vais faire mes 7 minutes. Je vais commencer par partager mon écran pour vous donner quelques données. Je pense que vous voyez. Alors, on voit ton écran. Par contre, on n'est pas sur la première diapo. C'est normal? Oui, tout à fait. Je commence par la fin pour une fois. Donc, je vais vous parler de… Moi, je représente l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction, l'UNICEM, en Pays de la Loire. Ce sont les ressources minérales qui sont utilisées, sable, gravier, pierre de taille, argile, extraites dans le sous-sol. Alors, je précise que nous ne représentons pas les ressources énergétiques ou les minerais et les terres rares dont parlaient tout à l'heure Maxime et d'autres. Qu'est-ce que c'est la construction de demain? Eh bien, je vais être dans la même veine que mes collègues, bien évidemment, avec une petite nuance. Nous nous situons très en amont de la construction, qu'elle soit
bâtiments ou infrastructures de tous les jours, c'est le patrimoine du quotidien en quelque sorte. Je vais donner quelques chiffres. En Pays de la Loire, vous consommez, nous consommons 37 millions de tonnes de matériaux minéraux pour nos besoins, qui sont la construction, les routes, les bâtiments, les ponts, les barrages, quand ça existe, y compris les pistes cyclables, ou tout simplement pour faire des voies ferrées, puisqu'il faut des matériaux pour faire le ballast. Sur ces 37 millions de tonnes, ce sont les chiffres 2017, ça date de 4 ans, ça n'a pas beaucoup bougé comme besoin, mais c'est une année où on a tous les chiffres en alignement concernant le recyclage aussi. Sur ces 37 millions de tonnes qui répondent à nos besoins, en fait, 31,6 millions de tonnes sont produites par les carrières locales, en général situées à moins de 20 km des besoins. Les besoins sont aussi assouvis par du réemploi et de la réutilisation sur le chantier. C'est-à-dire, c'est les matériaux, parfois des graves, de la terre, mais aussi de la pierre, des cailloux, qui vont être immédiatement réemployés au moment du chantier. Ça correspond à quasiment, on va arrondir les chiffres, à 4 millions de tonnes. Et enfin, ce qui se développe de plus en plus, 1,6 million de tonnes de matériaux recyclés par les plateformes spécialisées qui vont recycler le béton, mais également la pierre pour en faire soit des granulats qui vont être incorporés en sous-couche routière, c'est-à-dire qu'on va économiser des matériaux minéraux, soit pour les réincorporer, notamment dans les bétons. Alors vous allez me dire, 1,62 million de tonnes, c'est peut-être pas énorme, mais en fait, c'est énorme puisque le potentiel de recyclage des matériaux minéraux en Pays de la Loire, il est 2,7 millions de tonnes. Donc on est déjà quasiment à 70% de recyclage du potentiel. Il nous reste 30% à aller chercher, à aller travailler, notamment en triant mieux sur les chantiers et en triant mieux à la sortie des chantiers. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une performance quand même de la filière de déchets qui est assez bonne, puisqu'on est quasiment à 70%, un tiers de recyclage et un tiers de valorisé en carrière en remblai. C'est-à-dire que ce qui est recyclé, c'est le béton, c'est les couches routières, c'est le bitume, c'est des graves, c'est-à-dire des pierres plus ou moins grosses. Et ce qui est valorisé en carrière, c'est en général des terres non polluées, issues tout simplement des excavations quand on fait des chantiers. Voilà. En carrière, très très peu de matériaux qui viennent donc, qui ne seraient pas recyclés. Ça, c'est pour une présentation un petit peu générale. Je vais essayer de reprendre, voilà, un petit peu en visio. Donc, la construction de demain, c'est à la fois d'utiliser de plus en plus les ressources qui sont à notre disposition, dont le recyclage. Je vous ai fait un petit panorama. On recycle aujourd'hui quasiment 70% de ce qu'on peut recycler, 69% en réalité. Ce qui est, pour répondre également aussi en termes là, c'était une réponse en termes de matériaux, d'où viennent-ils, comment ils sont utilisés. Je m'inscris complètement dans ce qu'ont dit mes camarades des autres filières. La mixité est une réponse évidente dans la construction de demain, avec je dirais, ce souci constant de se poser la question du matériau au bon endroit, ou des matériaux au bon endroit. Il n'y a évidemment pas de volonté hégémonique de matériaux. On ne fait pas des vitres en béton, on ne remplace pas les portes, les fenêtres, les ossatures fenêtres, etc. Je crois que pour choisir le bon matériau au bon endroit, il y a pour moi deux grands critères. D'abord, le critère de la réponse à une performance. Mes collègues en ont parlé pour un certain nombre de performances. Une performance choisie au moment de la conception. Ça peut être l'inertie, ça peut être l'isolation, ça peut être une performance de compression, ça peut être une performance de durabilité dans le temps, de dureté. Bon, voilà. Un pont, on comprendra que certains ponts, il faut qu'ils aient une certaine solidité et qu'ils durent dans le temps. Je ne vais pas parler du pont du Gard, par exemple, qui a déjà plus de 2000 ans. Voilà un premier critère, celui d'une performance choisie. Le deuxième critère, mes collègues en ont bien parlé également, c'est celui d'une disponibilité des matériaux
en qualité, en quantité et en régularité. Et des matériaux qui sont de proximité, bien entendu. Par exemple, nous, les matériaux minéraux utilisés pour la construction, sable, gravier, terre cuite, pour répondre aux besoins du béton, des travaux publics et du bâtiment, notamment, mais aussi des briques, je parlais de l'argile tout à l'heure. Nos matériaux sont issus de carrières qui sont à moins de 20 km des besoins. Donc la proximité, c'est un élément important. Et pour moi, ce sont les deux points importants qui aujourd'hui permettent de répondre à la construction de demain. Cette disponibilité en quantité, qualité, régularité, disponibilité de proximité pour éviter tout simplement des déplacements de long cours. Pour ce qui nous concerne, nous, on est en général à une moyenne de 25-30 km entre l'extraction et les besoins. Et enfin, répondre à une performance ou plusieurs performances. Et là, ce sont les choix des systèmes de construction qui se font en amont et qui permettent une mixité des matériaux pour répondre effectivement à tous les besoins quand ces matériaux sont disponibles dans nos régions. Je vous remercie et je suis disponible pour répondre à toutes les questions que vous aurez. Alors, au niveau des questions, je précise à nos auditeurs, n'hésitez pas à poser dans le chat les questions. Nous y répondrons juste après les deux intervenants qui vont suivre. Et je vais laisser justement la parole à Isabelle. Isabelle, je te laisse intervenir et on voit bien ta présentation. Impeccable. Donc, bonjour à tous. Rebonjour. Du coup, moi, je vais faire le lien avec la présentation d'Emmanuel au niveau des possibilités d'économie de ressources du secteur du bâtiment. Donc, effectivement, c'est un secteur qui consomme des ressources en matière, des ressources en eau. Donc, c'est les deux matières dont je vais vous parler. Pour faire le lien aussi avec ce que Maxime Baudran a projeté tout à l'heure, avec son monde fini, alors ça peut faire un petit peu peur l'expression monde fini. En fait, c'est un monde, une planète qui a des ressources limitées. C'est pour ça qu'on parle de monde fini. Et donc, effectivement, la construction de demain, au niveau du secteur du bâtiment, ce sera une construction qui devra économiser ses ressources. Donc, il y a déjà des actions qui sont menées, il y a déjà des solutions techniques qui existent. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Donc, quand on parle de bâtiment, on différencie bien la phase chantier, c'est-à-dire sur un chantier de bâtiment, pendant sa construction, on consomme de l'eau, on consomme des matériaux. Et quand on l'a construit, le bâtiment, forcément, pendant sa phase, sa durée de vie, on consomme aussi on consomme de l'eau et on consomme des matériaux. Donc, je vais essayer de faire un mix sur ces deux phases. Alors, au niveau, si on commence par la ressource en eau, il y a deux aspects au niveau de la ressource en eau. Il y a d'abord préserver sa qualité et ensuite préserver les quantités disponibles. Un petit rappel, que normalement tout le monde a dû apprendre un jour à l'école, au niveau du cycle de l'eau, vous savez que l'eau, en fait, on ne peut pas détruire de l'eau. Il y a un cycle au niveau de l'eau. Donc, il y a toujours la même quantité d'eau sur la planète. Par contre, c'est sa qualité qui est en train d'être amoindrie. Un petit schéma du traitement des eaux usées, c'est-à-dire quand vous consommez de l'eau au niveau d'un bâtiment, les eaux usées sont dirigées vers des stations d'épuration. Et au niveau des stations d'épuration, on enlève une majorité de polluants qui sont plutôt des matières qui sont évacuées au niveau des eaux usées, enfin tout ce qui est produit au niveau des lavabos, des sanitaires de nos bâtiments. Tout ce qui est polluant autre, nos stations d'épuration ne sont pas forcément dimensionnées pour les traiter. Donc, ça veut dire que tout ce qui est métaux lourds, notamment des pigments de peinture, des médicaments, tout ce qui se retrouve dans les eaux usées et au niveau des stations d'épuration, elles peuvent d'abord perturber le fonctionnement, enfin le cycle d'épuration des stations, mais surtout, elles ne sont pas forcément épurées de manière optimale et elles se retrouvent dans le milieu naturel. Comme on voit là, les eaux qui sont traitées au niveau des stations d'épuration, elles sont rejetées dans le milieu naturel. Donc, il faut faire attention à ce qu'on déverse au niveau des eaux de nos habitations.
Il y a aussi une autre problématique, c'est tout ce qui est réseau d'eau pluviale. En France, il y a deux réseaux. Il y a le réseau des eaux usées et le réseau des eaux pluviales. Tout ce qui est, donc toute la pluie qui est déversée au niveau notamment des routes ou du milieu qui nous entoure, tout ça, c'est récupéré dans le réseau des eaux pluviales et ça part dans le milieu naturel sans traitement. Ça veut donc dire que quand on déverse un produit polluant au niveau d'une bouche d'égout, d'une grille d'égout, ça part directement dans le milieu naturel. On voit d'ailleurs des petites plaques comme ça qui commencent à apparaître au niveau des grilles des caniveaux où on explique qu'il ne faut rien jeter puisque ici commence la mer. C'est-à-dire que si vous jetez ici, ça va partir dans le milieu naturel et finir au niveau des fleuves, des rivières, des océans. Donc voilà au niveau de la préservation de la qualité de l'eau. Au niveau de l'économie de la ressource, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on consomme environ 150 litres d'eau par jour et par personne. Donc, vous voyez au niveau de ce petit camembert, ça se partage entre tout ce qui est sanitaire, lavage du linge, de la vaisselle, voiture, jardin, alimentation. Tout le monde fait à peu près ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par jour, une personne a un besoin vital d'1,5 litre d'eau. Au niveau des chasses d'eau, de l'utilisation des chasses d'eau, on en est déjà à 30 à 50 litres d'eau potable utilisée par jour et par personne. Donc, on voit déjà qu'il y a un décalage entre ce qui nous est vital et ce qui nous sert à notre confort et au fonctionnement de nos sanitaires. Toujours au niveau de tout ce qui est consommation, au niveau de la maison, les WC, le lavage du linge, les lavabos, les douches, toutes ces eaux-là sont récupérées et partent au même endroit. Donc, on a une dilution en fait, de nos polluants qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a 1,5, on ne voit pas bien là, mais 1,5 litre de matières polluantes qui sont diluées dans 150 litres d'eau. Donc, avec ces 1,5 litres de matière, on pollue 30 à 50 litres d'eau potable. Bon, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est pas forcément optimal. Et on se rend compte qu'il faut changer nos manières de faire. Alors, comment on peut faire? Il y a des solutions qui existent. Je ne vais pas toutes vous les détailler, hein, mais juste pour vous expliquer qu'au niveau du bâtiment, il y a vraiment des choses qui sont en train d'évoluer à ce niveau-là. Par exemple, on peut très bien imaginer que l'eau qu'on va récupérer, les eaux grises, on appelle ça, qu'on va récupérer des douches ou des lavabos, on peut leur faire un petit traitement et les réutiliser au niveau des sanitaires. Ça nous évite de tirer la chasse d'eau avec de l'eau potable, ce qui peut quand même, ce qui est un petit peu aberrant. On a aussi une solution, alors qui peut paraître un petit peu ancestrale, les toilettes sèches, ou peut-être un petit peu pas inadaptées à nos bâtiments d'aujourd'hui. Mais il y a des bâtiments collectifs qui sont en train de s'équiper avec des toilettes sèches. Alors, tout ça est bien étudié, hein, c'est pas juste un trou avec de la sueur comme on peut voir sur certains festivals, mais qui fonctionnent très bien. C'est vraiment des vraies solutions qui sont en train d'être étudiées par des bureaux d'études et proposées à des clients pour mettre en place dans les bâtiments et éviter de polluer de l'eau potable. Alors, voilà pour la ressource en eau. Au niveau des matières, au niveau des ressources matières, comment on peut faire au niveau du bâtiment pour économiser la matière? On a plusieurs possibilités. D'abord, sur le chantier ou dans les entreprises, au niveau de la construction du bâtiment, on évite de jeter la matière, c'est-à-dire qu'on évite de créer du déchet. On va voir après comment. On peut aussi réemployer des matériaux et des équipements qui sont inutilisés sur un chantier ou qui sont déposés lors de rénovation ou de déconstruction de bâtiments. Et enfin, on peut aussi recycler cette matière. Donc, on a commencé à en parler avec le bois, avec les matériaux de carrière, les matériaux inertes. On peut effectivement recycler cette matière. Je vais maintenant vous détailler les différents types de matières qu'on peut trouver dans un bâtiment qui sont utilisées sur un chantier et comment rapidement on peut justement les économiser. Alors tout ce qui est terre issue du terrassement, quand on construit un bâtiment, on a besoin de terrasser, on a besoin de remuer la terre sur le bâtiment, sur le chantier. Donc comment on peut faire pour les économiser? On peut déjà éviter de créer du déchet. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Une matière, tant qu'elle n'est pas sortie du déchet, du chantier, pardon, elle n'est pas considérée comme du déchet. Donc, comment on peut faire? On peut, par exemple, réemployer ces terres sur le même chantier, soit directement, sans traitement. Donc, on réutilise des terres pour remblayer, refaire des merlons, par exemple, sur le chantier. Donc, on réemploie cette matière sans traitement. Ou alors, on peut traiter les terres à la chaux. Le traitement à la chaux permettant d'évacuer toute l'humidité des terres et de les solidifier. Donc, ça, c'est une des voies possibles, le réemploi. Tout ce qui est gravats de démolition sur un chantier, quand on construit en neuf, quand on rénove ou qu'on déconstruit, on peut se retrouver avec du béton, des briques, des tuiles, du carrelage. Et ces matières, on peut les recycler. Il y a des plateformes qui existent où on a des énormes compresseurs qui viennent broyer la matière, évacuer tous les différents polluants, notamment les métaux, contenus tous les fers à béton, par exemple, et on refait des granulats qui peuvent être utilisés sur d'autres chantiers. On trouve on trouve beaucoup de matières plastiques dans nos bâtiments en construction. Alors, ça peut être des emballages plastiques qui servent à protéger les matériaux mis en œuvre sur les chantiers. Ça peut être des films plastiques, ça peut être des seaux en plastique, ça peut être des calages en polystyrène. On trouve aussi des chutes de produits. Quand on les met en œuvre sur le chantier, on peut avoir des chutes ou alors des produits qui sont issus de chantiers de rénovation. Donc, des menuiseries PVC, des sols PVC, des moquettes, des canalisations, du polystyrène expansé qui est utilisé pour isoler les bâtiments par l'extérieur, des bennes électriques. Enfin, il y a énormément de matières plastiques qui sont utilisées. Et bien, ces matières, on peut économiser, par exemple, en essayant de limiter les emballages. Donc, on peut avoir des emballages comme des palettes, par exemple, ou des seaux qui peuvent être consignés. On peut essayer aussi de limiter les chutes de pose avec ce qu'on appelle la méthode du calpinage, c'est-à-dire étudier au mieux la matière dont on va avoir besoin sur un chantier pour éviter de trop en apporter sur le chantier ou de trop en commander. Et puis, on peut aussi récupérer les matériaux non utilisés, les matériaux neufs non utilisés sur un chantier. On peut les récupérer, les utiliser sur d'autres chantiers. Par exemple, des rails de placo ou des plafonds modulaires. Enfin, il y a énormément de matériaux qu'on peut réutiliser. Donc ça, on évite de produire du déchet. Ensuite, on peut recycler la matière plastique. Et là, vous avez des photos de films plastiques qui ont été broyés, chauffés, fondus, et on peut refaire des petits granulats de matière plastique pour réintroduire dans d'autres produits plastiques. Le polystyrène expansé aussi, là vous avez des briquettes de polystyrène qui ont été compactées en vue d'un recyclage. Les métaux. Alors, les métaux, on en utilise beaucoup dans le bâtiment. On peut avoir des fers à béton, des rails de placo, des tubes de raccord, de la robinetterie. Tous ces métaux ferreux sont recyclés de manière vraiment quasiment infinie dans des usines sidérurgiques situées en France pour la plupart. Les métaux non ferreux, tout ce qui va être cuivre, aluminium, le plomb, le zinc, le laiton, on a aussi du recyclage qui se fait de manière très, très naturelle dans les fonderies et les affineries. Le bois, on en a parlé tout à l'heure, hein, Céline et Maxime en ont parlé. Au niveau du bâtiment, on peut se retrouver avec des bois faiblement traités, donc tout ce qui va être des bois avec des cols, des vernis, des peintures, mais aussi des bois bruts utilisés notamment au niveau des emballages et des palettes, par exemple. Tous ces différents types de bois peuvent être recyclés, notamment donc, broyés et réintégrés dans des fabrications des panneaux de particules qui sont utilisés pour fabriquer des meubles. Et ils peuvent aussi être utilisés en valorisation énergétique. On peut valoriser pas la matière contenue dans le bois, mais l'énergie, soit dans des chaufferies bois, donc on les utilise comme combustible, ces déchets qui sont broyés, ou alors dans des cimenteries où on les utilise comme combustible de substitution, plutôt pour les bois traités. Et il y a d'autres matériaux aussi qui sont utilisés dans le bâtiment et qui se recyclent, comme le plâtre. Donc, les fabricants de plâtre réintroduisent du plâtre recyclé dans leur fabrication.
dans des unités de recyclage. Les laines minérales qu'on commence à recycler, donc il y a une usine dans le sud de la France qui existe, qui est en train de recycler des laines minérales. On en aura une dans les années à venir à Femillé, dans le Maine-et-Loire, donc ça se développe. Et puis les moquettes, les sols PVC qui se recyclent aussi dans des usines. Voilà les différents types de matériaux dont on pouvait parler qui se situent au niveau du bâtiment. Il en existe d'autres, hein. Il y a des filières qui sont en train de se mettre en place. C'est en train de bouger énormément. Et c'est pour ça que au niveau de la construction de demain, au niveau du bâtiment, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont en train de se mettre en place et qui vont se développer dans les années à venir. Merci Isabelle. Effectivement, la gestion des déchets, l'économie circulaire dans le bâtiment, ce n'est pas un vain mot, mais ce n'est pas non plus un vain mot dans les travaux publics, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la construction, c'est également c'est le bâtiment, mais également les travaux publics. Et je vais laisser la parole à Serge Bagnier, qui va effectivement nous faire part de l'engagement des travaux publics dans l'éco-construction. Monsieur Bagnier, si vous voulez intervenir, et moi, je vais partager votre diaporama. D'accord, je vous en remercie. Je pense qu'il est important de présenter ce que sont les travaux publics par rapport aux activités dont on a entendu parler précédemment, et également, bien sûr, l'importance de l'éco-construction dans nos activités. Alors, je vais me présenter rapidement. J'ai 64 ans, je suis à la retraite depuis 2 mois, après avoir passé 42 ans dans le même groupe de BTP. Et donc, j'ai commencé mon activité en 79 en tant qu'aide conducteur de travaux pour devenir directeur d'une agence que j'ai créée en travaux de réparation d'ouvrages, donc garder l'ouvrage existant, en 2002, donc avec une agence d'une 40aine de personnes et 10 millions d'euros. J'ai eu la chance donc de créer une agence, de travailler en toute la France, de partir à l'étranger. J'ai passé 6 ans au Cameroun. Donc là, on voit des choses encore différentes de chez nous. Et donc, à ce jour, en comptant mes études, j'ai donc passé près de 50 ans dans ce métier passionnant des travaux publics. Et aujourd'hui, à la retraite, j'ai bien envie de partager cette passion avec les plus jeunes auditeurs. Donc, on a dans les travaux publics, par rapport à ce que l'on a entendu du bâtiment, on peut différencier les deux activités par la situation des chantiers. Slide 3, s'il vous plaît. Voilà, merci. Le bâtiment a une activité verticale, sédentaire. Hein, donc, on voit bien une grue à tour, une installation de chantier sur place et bien entendu tout ce qu'on a entendu sur les problématiques de construction. Par contre, les chantiers de travaux publics sont majoritairement linéaires, horizontaux. On va construire des tunnels, des lignes TGV, des lignes à haute tension. Alors ça, c'est les grandes différences physiques. Par contre, il y a également une différence de personnalité dans les intervenants des deux métiers. Très clairement, les collègues sont différents du bâtiment et des travaux publics. Moi, lorsque j'ai passé mon bac, il fallait que je choisisse entre travaux publics et bâtiment. Et là, aucune hésitation, tous les collègues en bâtiment ont choisi l'un ou l'autre sans vraiment d'inquiétude sur ce qu'ils voulaient vivre. On était certains qu'on voulait faire ou du bâtiment ou des travaux publics. Ce sont vraiment des choses très différentes. La vocation donc des travaux publics, c'est de regrouper les activités de construction d'équipements à usage de tous, hein, pour les déplacements, pour les communications. La mission est de servir l'intérêt général en aménageant le territoire. On aménage le cadre de vie, on crée des parcs de loisirs, des rues piétonnes, des éclairages publics, on va améliorer l'environnement en dépolluant l'eau, on en a parlé tout à l'heure, en enfouissant des réseaux pour éviter la pollution visuelle de poteaux et autres. On crée également des moyens de transport de plus en plus modernes, des lignes de tram, on crée des tunnels pour éviter d'escalader les montagnes avec des camions. On va acheminer tous les réseaux jusqu'aux consommateurs, l'électricité, l'eau potable, le gaz, la fibre, le téléphone, l'évacuation des eaux usées. Et là, c'est pour chacun et jusqu'à chacun.
Donc, pour réaliser tous ces engagements, tous ces aménagements, pardon, on a besoin, les travaux publics comptent de nombreuses et différentes spécialités que vous voyez. Dans les Pays de la Loire, nous avons plus de 1000 entreprises dans le secteur des travaux publics, donc qui recrutent dans toutes les spécialités que vous voyez et pour un travail local, régional. Mais également, ces entreprises font partie ou sont des groupes qui sont présents dans le reste de l'Hexagone ou à l'étranger et qui ont aussi besoin de personnel compétents, formés, qualifiés des techniques les plus modernes. Donc, l'éco-construction, quand même, les travaux publics qui sont très, très attachés depuis très longtemps. Donc, tout comme les autres intervenants, on a l'acte de construire a un coût écologique. Vous comprenez que comme c'est linéaire, que c'est durable, une route, un pont, etc. Ce n'est pas fait en bois, bon, enfin pas forcément, en tout cas pas pour durer 100 ans. Donc, on doit, nos entreprises, ça s'oblige à réduire l'impact, comme les trois slides que vous allez voir. Bon, ce sont des principes de chantier. On évite de polluer le sol, on trie les déchets, on recycle les matériaux. Voilà. Mais également, l'éco-construction dans les travaux publics est apparue il y a une dizaine d'années et c'est devenu très prégnant dans la façon dont on construit. On ne fait plus de pistes de chantier pour accéder à des chantiers sans préserver une zone humide, sans préserver des petites bêtes, sans préserver des plantes rares. Donc voilà. Et également, l'éco-construction, c'est également la réalisation d'infrastructures dédiées à l'amélioration des effets négatifs de l'usage des aménagements existants. Par exemple, on peut mettre en place des bus-borgnes sous des remblais d'autoroute pour permettre aux chauves-souris locales de conserver un gîte. Vu que le chantier a détruit quelque chose, on recrée derrière. On a aussi la possibilité de percer des petits tunnels de part en part de ces remblais d'autoroute ou de chemin de fer pour permettre le rétablissement du passage de la petite faune qui a été interrompue et donc leur éviter leur mise en péril en traversant les voies circulées, que ce soit train ou route, autoroute. Les plateformes de péage maintenant sont conçues pour permettre le paiement des véhicules sans s'arrêter. Alors, ça a au moins deux intérêts écologiques pour les millions de véhicules qui l'empruntent et surtout les poids lourds. C'est qu'on évite la surconsommation de carburant au redémarrage des véhicules, donc pollution, consommation de produits pétroliers, et également on limite le nettoyage aux détergents des zones où les véhicules s'arrêtent ou s'arrêtaient. Et là, à chaque fois qu'il y a un arrêt, un camion perd un peu d'huile, perd un peu de liquide de refroidissement et autres. Et là, il faut mettre des détergents polluants pour nettoyer. Donc là, ça permet de limiter. Et puis également, pour permettre le développement du covoiturage et des voitures à énergie propre, il faut construire des aires de stationnement. Il faut les équiper de bornes de rechargement électrique aujourd'hui et puis certainement d'hydrogène demain. Donc tout ça, ce sont des nouveaux chantiers, des nouvelles prestations qui sont à faire et à mettre au point par les équipes des entreprises des travaux publics. On a également les entreprises de travaux publics donc, sont engagées dans une réflexion environnementale à travers toutes leurs actions. Mais par rapport aux chiffres que j'ai entendus tout à l'heure, il faut savoir que les infrastructures, pour les infrastructures, l'acte de construire représente un peu moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, quand l'usage de ces mêmes infrastructures en représente 54% de l'ensemble des émissions. Donc, on voit bien que le vrai chantier, c'est de limiter la grande partie du camembert orange. Enfin, moi, je vois orange. Donc, c'est pourquoi les entreprises de TP innovent chaque jour pour développer et accompagner l'essor des mobilités propres. On parle de recharge électrique, on parle d'hydrogène. Donc, il faut développer de nouvelles technologies
de construction. On utilise le BIM, on utilise des drones, on utilise maintenant de l'hydrogène pour certains engins. Et on fait évoluer en même temps de façon significative les métiers, donc qui va du peller. Bon, peller, c'est la personne qui va conduire l'engin sur le chantier, jusqu'à l'ingénieur qui va donc faire les études ou commander l'opération, sachant qu'on ajoute maintenant beaucoup de métiers de design. Donc, le BIM ne se fait pas sur une pelleteuse, ça se fait dans des bureaux spécialisés. Donc, il faut du personnel spécialisé. Donc, en fonction des valeurs et des aspirations de chacun, on pourra mettre ses compétences à la disposition, soit d'une entreprise routière si on est passionné de voiture, d'entreprise de canalisation si on rêve d'eau fraîche, et puis pourquoi pas d'entreprise de génie électrique si on est geek. Et je pense que beaucoup de gens maintenant sont geeks, et surtout les jeunes. Voilà. Rapidement, les actions des travaux publics sont plus dans la réalisation de nouveaux chantiers. Les matériaux, on les économise, on les recycle, mais en même temps, il faut des matériaux durables, il faut se déplacer pour construire. Donc, il y a énormément de recherches donc, dans nos entreprises pour trouver des machines moins consommatrices, etc. Alors, on avait un petit film, je ne sais pas s'il fonctionne. Est-ce que cela fonctionne? Oui, je vais essayer de vous le lancer. Okay. J'espère que vous aurez le son. Alors, est-ce que vous avez le son? Je ne l'entends pas. Moi, je ne l'entends pas. Non, je pense qu'on n'a pas de son. Alors, effectivement, on n'a pas de son. Ce que je propose, je vais arrêter la vidéo. On va revenir sur la dernière petite diapo, Monsieur Bagné, ensuite. Mais je vais mettre dans le chat l'adresse YouTube de cette vidéo qui est très intéressante, très riche d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo qu'avait préparée la Fédération régionale des travaux publics que représente M. Bagné. Et puis, M. Bagné, je vais revenir sur la présentation et pour finaliser votre intervention. Je m'excuse auprès de vous, mais aussi auprès des participants à cette conférence de l'INAccès à cette vidéo. C'est de la technique et parfois ça peut poser problème. Mais bon, Voilà, regardez cette vidéo, elle est effectivement très intéressante par rapport à tout ce qui se développe, qui se met en place en ce moment pour utiliser une route. Il faut la construire, il faut bien qu'on se déplace, mais il faut également essayer d'en tirer le plus grand profit possible pour l'écologie et l'environnement. Donc là, pour mieux appréhender donc cette vie passionnante des travaux publics, j'espère vous en avoir fait entendre un tout petit peu, et poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez retrouver les travaux publics sur les réseaux, YouTube, Facebook, Instagram. Et également, vous pouvez questionner le site des travaux publics. Donc, c'est de la Fédération nationale des travaux publics, de façon à également avoir des éléments de réponse à vos questionnements. Je vous invite à le faire. Je vous invite si vous le sentez bien, je vous invite à rejoindre notre métier. Et très sincèrement, il y a vraiment plein de choses à faire en promotion personnelle, en intérêt sur ces nouvelles techniques et nouveaux procédés de construction. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toute question. Merci, Monsieur Bagné, pour cette présentation. Je rajouterais que la FRTP, mais également les autres partenaires qui ont participé à cette conférence sont présents sur le salon Construis ton avenir. Donc, vous pouvez aller sur leur stand et vous pouvez échanger avec eux, ou bien par téléphone, par mail ou par chat, ou bien encore télécharger des informations qui vous seront très utiles.
Alors, j'espère qu'à l'issue de cette conférence sur la construction de demain, pour toi, c'est quoi? Vous aurez pu appréhender que la construction de demain, en fait, c'est un monde qui sera fait de toutes les innovations qui sont aujourd'hui en cours de déploiement, que la gestion des déchets, l'économie circulaire n'est pas un vain mot, les matériaux biosourcés, on en a parlé en tout début de conférence, et je tiens à tous vous remercier de votre participation. Alors, je vais demander à Sophie qui nous accompagnait ce matin si nous avons des questions. Il me semble que nous n'en avons pas, mais je vais lui demander confirmation. En effet, Nathalie, pas de questions dans le chat. Eh bien, écoutez, on va terminer notre deuxième conférence live aujourd'hui. Et je vous remercie tous de votre participation. Je vous invite à nous rejoindre à 14 h pour la dernière table ronde qui portera sur la construction intelligente, le smart building. Merci à tous et bon salon. Merci, au revoir. Merci.